Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 313e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour faire un point sur tous les changements en cours dans la boxe. La boxe est peut-être à l'aube d'une révolution qui changerait même la nature de ce sport et on va tout vous dire dans ce Fighter Club. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire habituel, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pieds-points et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur notamment des One Friday Fights pour nous à RMC Sport. Comment ça va mon Baba Diagne? Salut Alex, écoute ça va bien, mais bon, un tout petit peu inquiet. Un tout petit peu inquiet pour l'avenir, on va en parler parce que c'est une information qui est un peu passée à travers les radars, mais qui est sans doute la plus importante en sport de combat dans ce début d'année 2025. Yes. La boxe va-t-elle se transformer ? On a suivi la chose comme un feuilleton à rebondissement. Canelo qui doit affronter Terence Crawford en septembre, puis Canelo qui doit affronter Jake Paul en mai. Le combat contre Crawford qui semble s'écrouler, puis celui contre Paul qui s'écroule pour de bon et fait revenir le premier sur la table. Le tout avec derrière une campagne de désinformation signée Turki Al Alchik via un grand média devenu son bras armé. Les derniers événements autour de la superstar mexicaine de la boxe racontent un sport en train d'évoluer et ça pourrait encore plus bouger que prévu avec l'idée rendue publique des patrons de l'UFC et de la WWE de faire sauter le Ali Act, la loi qui protège les boxeurs face à promoteurs pour pouvoir intégrer ce sport et ce marché. Le noble art est-il à l'aube d'un immense changement et d'une monopolisation du sport ? Quelles conséquences pour les boxeurs si tout ça se concrétise ? Le RMC Fighter Club ouvre le débat sur l'avenir d'un sport qui lui est cher. Et déjà un premier knockdown. Il est furax après lui-même Edgar Berlanga parce qu'il se dit j'ai fait une erreur. Il va se relever. Mais on va voir la suite des événements. Déjà un premier knockdown dans la troisième. And here comes the bear, Canelo Alvarez. Could he get a finish in round 3? Berlanga looks okay. Good shot. He overextended himself and Crawford made him pay with 30 seconds to go here in the 11th. Ça y est, l'accélération à 30 secondes de la fin. Dans cette dernière reprise, Crawford va en terminer. C'est terminé. Il faut l'arrêter. La fierté d'Omar. Terence Bud Crawford. WBA Super Welterweight Champion of the World, Terence Bud Crawford. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette petite prod autour de Canelo et de Terence Crawford. Baba, c'est le rendez-vous désormais acté pour le mois de septembre à Las Vegas, le méga fight entre les deux grands champions, l'américain et le mexicain. On va d'abord parler un peu de cette actualité autour de Canelo parce que ça va nous ouvrir sur le débat que j'évoquais dans l'intro et sur cette boxe qui va peut-être se transformer et pas forcément pour le bien. Et ça, on va tout vous expliquer là-dessus. Un petit point d'abord, promo calendrier, Baba. Point important parce qu'on me l'a demandé beaucoup depuis lundi. Le RMC Fighter Club passe désormais en enregistrement le mercredi. Donc ne soyez pas étonnés. J'ai eu beaucoup de questions aussi. Vous êtes où? Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? On est là. Donc on n'est plus le lundi, on sera le mercredi jusqu'à nouvelle heure. Donc vous nous retrouverez toujours toutes les semaines. Ça nous permettra aussi d'ouvrir de plus grands débats comme on va faire aujourd'hui et d'être moins parfois sur l'actu, les débriefs, les previews parce que je pense qu'on peut aussi apporter des choses à ce niveau-là. Et le deuxième instant promo, n'oubliez pas d'aller sur l'appli RMC Sport. Vous pouvez retrouver les replays du Fighter Club Legends puisqu'on a ouvert l'arc Mohamed Ali. C'est pas la dernière des légendes, Baba. Ça va quand même. On a en plus eu le plaisir de le faire en commun, Baba et moi. Donc vous pouvez retrouver ça. Le premier épisode est passé, il en reste encore 2 sur la carrière du Greatest Mohamed Ali. C'est sur l'appli RMC Sport. Bon Baba, on connaît enfin le calendrier de Canelo. Il y a eu 60, c'était une série à rebondissement. C'était un petit peu, c'était sportif. C'était le bordel. En 72 heures, on est passé de tout à tout. On devait faire Crawford, c'était annulé. On devait faire Paul, c'est annulé pour permettre Crawford. Finalement, le 3 mai à Riyad pour le premier de ces 4 contrats avec Riyad, de ces 4 combats avec Riyad Season, c'est le contrat qu'a signé Canelo. Ce sera William Skull, le Cubain champion IBF, celui qui détient la dernière ceinture des super moyens. Ce sera à Riyad, premier combat d'ailleurs en dehors de l'Amérique du Nord pour Canelo. Le 3 mai et Terence Crawford, ce sera mi-septembre à Las Vegas. Puis il y aura 2 autres combats à Riyad en 2026 dont on ne connaît pas encore pour le coup les combattants qui seront opposés aux Mexicains. On a failli avoir Canelo Jake Paul. Déjà, on va commencer un peu par ça pour rester sur cette actualité. Apparemment.
Est-ce que c'était pas le combat le plus lucratif de la boxe à faire aujourd'hui? Bien sûr. Tout confondu. Bien sûr, bien sûr. Vu le nombre de personnes qui ont regardé Jake Paul contre Mike Tyson, on s'imagine bien que ce combat-là est pour la plupart du temps pour des raisons négatives envers Jake Paul. Les gens veulent le voir se faire tabasser. Ça aurait été, je pense, le combat le plus regardé, le combat le plus lucratif aujourd'hui que tu puisses faire en boxe. C'est pas quelque chose qui me plaît Non, moi non plus. à dire et à constater, mais c'est la froide vérité, c'est le vrai. Je voulais pas ce combat et sportivement ça me donnait aucune envie, mais la réalité c'est celle-là. C'est La réalité économique de ce combat, c'est celle-là. Exactement, qui aurait pu rapporter un énorme chèque aux deux protagonistes pour le coup. Il y a eu un petit peu de bif entre les deux sur les réseaux, une fois qu'on a su que le combat était définitivement annulé. Canelo qui a dit je combats que des vrais boxeurs, Jake Paul qui lui a répondu très moqueur, et qui lui a aussi dit un truc sur lequel je voulais un peu insister Baba. Il lui dit, si on avait fait ce combat, il y aurait eu beaucoup plus de monde qu'aurait regardé Crawford-Canelo. Parce que, en gros, je vous aurais amené d'un nouveau public qui aurait mis les yeux sur Canelo et qui aurait peut-être vu ensuite le méga fight de septembre. Il a raison, Jake Paul? Bien sûr, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque les personnes qui nous écoutent ici sont fans de boxe, mais il y a plein de gens qui connaissent pas Canelo dans le monde. Énormément. Par contre, il y a plein ça reste un sport de niche, la boxe. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein de gens parmi ces personnes qui connaissent Jake Paul. Ils ne connaissent pas Canelo, mais ils connaissent Jake Paul. Donc, il aura amené des personnes et voir Canelo tabasser Jake Paul, parce que ça se serait passé comme ça, ça aura amené des gens à regarder le combat contre Canelo, parce qu'on leur a expliqué pendant ce combat-là que derrière, il y a un vrai combat au sommet de la boxe. Donc les gens, je te dis pas que tous seraient venus le regarder derrière, mais il y en a beaucoup qui auraient regardé derrière ça. T'en aurais gagné quelques-uns en tout cas. Oui. Et en fait, dans son message, dans ce qu'il dit, il le reconnaît lui-même, Paul. C'est-à-dire que s'il dit ça, c'est qu'il a bien conscience qu'il n'aurait pas battu Canelo et qu'il allait se faire. Mais que l'événement était tellement énorme que ça aurait ramené en effet des yeux sur la boxe, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et t'as raison, nous on est dans notre bulle, dans notre niche. Canelo, t'interroges dans la rue, il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. Pas du tout qui c'est. Qui n'ont aucune idée de qui il est. Rebondissons sur cette actu aussi par rapport à ça. William Skull en mai. Ça t'excite, Canelo Skull? C'est quand même terrible, parenthèse avant que tu me répondes. L'IBF a enlevé la ceinture à Canelo parce qu'il voulait pas affronter William Skull, qui était son challenger obligatoire. Et résultat, un an plus tard, on a Canelo, William Skull. T'as presque l'impression qu'on a fait ça pour rien, quoi. Oui, ça s'est passé pour rien. Comme ça, pendant un an, Canelo il a pu faire ce qu'il voulait, lui, c'est-à-dire prendre le combat le plus lucratif contre Berlanga. Et derrière, l'IBF sauve la face en disant tu vois, finalement, on fait le combat contre Skull. On garde nos règles. Voilà, exactement. Nos règles ne sont pas transgressées. Et Canelo, derrière, ça lui permet d'avoir, et avec tout le respect que j'ai pour William Skull, ça lui permet d'avoir un turn-up avant son gros combat de septembre. Et de toute façon, il faut qu'il fasse Cinco de Mayo, Canelo, quoi qu'il arrive. Donc que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, lui, il allait prendre quelqu'un. Il allait certainement pas prendre Christian Mbili, et il est très content, je pense, que Mbili soit dans une enchère qui est terminée d'ailleurs avec Sadjo. Ce qui fait que tout s'est bien goupillé, tout s'est extrêmement bien goupillé, parce qu'il a même pas besoin d'expliquer pourquoi il prend pas le numéro 1 du classement, qui est Christian Mbili. D'ailleurs, il y aura sans doute un impact sur Mbili Sadjo, qui est censé être un éliminatoire pour devenir le prochain challenger IBF. Je te le mets gros comme une maison que en fait c'est un éliminatoire pour affronter Vladimir Shishkin pour la ceinture intérimaire au mieux. Évidemment. Au mieux du mieux. Parce qu'une fois que Canelo l'a récupéré, c'est le Canelo le patron. Il fera ce qu'il veut. C'est mort. Et on sait déjà c'est quoi ses prochains combats. Tu vois. Donc à moins que ce soit. C'est la meilleure chance d'affronter Canelo, c'est le prochain Cinco de Mayo, celui de 2026. Donc là, ça laisse beaucoup de temps, et le vainqueur du combat entre Mbili et Lele Sadjo ne restera pas là les bras croisés, quoi. En fait, c'est presque terrible, parce que quand Skull a affronté Shishkin pour la ceinture IBF vacante, Mbili était 3e, parce que l'IBF, c'est pas la voie qu'il a le plus privilégiée. Il avait beaucoup plus privilégié la WBC, alors que finalement, c'était la manière d'avoir le combat contre Canelo. S'il avait été à la place de Skull ou de Shishkin et qu'il avait pu prendre cette ceinture, il l'aurait eu. Sauf qu'il y a un an, et je me rappelle d'un épisode que nous on a fait, il y a peut-être moins d'un an, où on avait analysé que la voie que Mbili avait prise, c'était probablement la meilleure à ce moment-là, avec les données qu'on avait à l'époque. Bien sûr, c'est pas un reproche, c'était la meilleure, quoi. C'est malheureusement ce qui est arrivé, parce que ça bouge tellement dans pour ce le sport-là. coup, sur les 2-3 dernières années, il a vraiment pas de chance. Et petite parenthèse, parce que je l'ai beaucoup vu, Canelo, il va pas devenir Undisputed x2 s'il bat William Skull. Il va juste récupérer la ceinture qu'il avait rendue vacante. Undisputed x2, c'est Terence Crawford, Usyk ou Inoue. C'est les mecs qui ont conquis toutes les ceintures dans différentes catégories. Non, t'as raison de le dire. C'est pas le cas de Canelo. C'est bien. Faut le grosse part, parce que je voyais des mecs, il va rejoindre Crawford. Non. Eux l'ont fait dans 2 catégories. Faudrait qu'il fasse ça en 1000 ans pour vous imaginer le truc. Et Crawford peut peut-être le faire dans 3 catégories pour le coup, parce que c'est le seul avantage d'avoir William Skull en mai. C'est que normalement, si tout va bien, Canelo va battre William Skull. Moi, j'ai vu un seul combat de Skull, c'est contre Shishkin pour la ceinture vacante. Je vous le dis tout de suite, Canelo va battre William Skull. Il n'y a pas de souci. Et derrière, il aura donc les 4 ceintures des super moyens. Et ce combat en septembre contre Crawford, Crawford pourra éventuellement viser d'être champion
undisputed dans une 3e catégorie, ce qui serait unique dans l'histoire de l'ère à 4 ceintures. Juste, on fera des épisodes là-dessus parce que c'est un combat qui mérite quand Bien même. sûr. Mais un petit mot rapidement, maintenant que c'est plus ou moins officiel, Canelo Crawford, t'en penses quoi? On rappelle qu'il est 2 catégories en dessous, Oui. Crawford, alors qu'il vient de monter déjà d'une Oui. catégorie. Donc 3. Il a commencé sa carrière nettement plus bas que Canelo l'a commencé. En gros, ma question elle est simple, Baba. Il y a un côté freak show et en fait, t'as pas trop envie de voir ce combat-là ou c'est vraiment un méga fight avec même un peu de suspense et qui t'intrigue vraiment? Bah c'est simple, j'ai eu 2 vies par rapport à ce combat-là. La première, c'est que Crawford, il vient bien de 3 catégories de poids en dessous, et pas de 2. Pour moi, c'est clair, il vient de 3. C'est un 66 kg Crawford, c'est pas un 70. C'est un 70 qui a déjà pris, qui a déjà mangé et qui va devoir beaucoup plus manger pour arriver à 76. Sachant l'adversité. Pas pour Crawford. À 70, à part la revanche contre Errol Spence, il n'y a pas des trucs qui sont super intéressants pour Crawford, on va pas se mentir. Par contre, Canelo, il avait beaucoup d'adversaires à affronter. Notamment David Benavidez qui a été forcé de monter finalement tellement il a pas eu son combat, Christian Billy, etc. Il y avait de l'adversité quand même à 76 pour Canelo. Donc moi c'était juste que j'aimais pas ce combat-là par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y avait des choses à faire pour les combattants d'autres dans leur catégorie respective, même en dessous. Crawford en redescendant, il y avait des adversaires intéressants pour lui. Maintenant que le combat il est fait, évidemment que je suis... Ok, je bascule dans le fait que j'aime bien le combat, il va être intéressant parce que c'est 2 superbes combattants. Ouais, c'est ça. C'est 2 superbes combattants et la boxe, elle regorge de combattants qui montent pour essayer d'aller, de devenir grand. En fait, moi, je vais ouvrir le truc là-dessus, mais depuis qu'il y a les annonces de ça, alors j'entends l'idée que c'est un défi XXL pour Crawford. Enfin, tu vois, il part de très loin et s'il le fait, c'est chapeau bas ultime pour Terence. Mais c'est la boxe à l'ancienne, ça. Ouais. Dans les années 80, on montait pas sur les... Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois, il n'y avait pas cette façon dont on pouvait discuter avec des fans de boxe toute la nuit, si on veut. Mais tu vois, personne montait dans les tours parce que Duran passait de 2 catégories à 1 ou redescendait. En tout cas, c'était beaucoup plus fréquent. Oui, c'est plus la boxe de cette époque-là. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on a perdu ça, en fait, dans la boxe moderne. Et que dès qu'un mec le fait, là, c'est une dinguerie, le combat, il vaut rien. Ouais, bah, on est dans l'époque des superlatifs, donc c'est peut-être... C'est Crawford, tu vois, c'est pas n'importe quel boxeur qui monte. C'est un boxeur exceptionnel qui monte, c'est un boxeur qui est capable de faire. Floyd Mayweather l'a fait, Manny Pacquiao l'a fait. On parle de l'élite de l'élite. Voilà, en fait. C'est des mecs qui, eux, sont capables. Lomachenko l'a fait, hein, même si on veut pas trop lui donner ce crédit-là. Et il n'y a rien à faire dans la catégorie, il a terminé, Lomachenko de base. Donc, c'est des choses que les grands combattants font. Et maintenant que ce combat il est fait, oui, je suis très curieux de voir ce combat, je suis content de le voir. Et là, je vais citer mon grand ami Younes, qui pensait que j'étais pas dans le train. Mais si, je suis dans le train, Younes. Moi, je pense que Crawford peut le faire. Moi aussi. Et je pense qu'il va le faire. Ouais, je sais même pas qui peut. Mais on en reparlera. Voilà, on aura le temps de développer, mais je pense qu'il va le faire. Ouais. Et que s'il y a un mec capable de le faire, et que là, il est en mission, Terence Crawford. Parce que ça change tout dans son héritage sportif. Et dans la... Moi, je vais dire un truc et vous allez me dans les commentaires. La place où il sera dans l'histoire. Ah oui, c'est clair. Mais moi, je pense que Madrimov est un adversaire plus difficile que Canelo. Même dans le style. C'est mon avis, en tout cas. Je suis même dans le style, je suis assez d'accord. Et que là, il a une vraie opportunité de faire un truc qui le place plus haut que les all-time greats, qui le place dans un niveau où l'air est rare, très très rare, Baba. Ça va nous permettre d'ouvrir sur notre point de débat central de cette émission que vous avez entendu pendant l'intro, avec un premier point, parce que tout ce qui s'est passé pendant 72 heures autour de Canelo nous a montré aussi quelque chose, c'est que l'Arabie Saoudite, ils ne se sont pas seulement impliqués dans la boxe, ils ont racheté un sport, Baba. Ils ont sans doute d'ailleurs racheté le sport qui était le plus mainstream et facilement rachetable de tous. Tu peux pas racheter le football, tu vois, tu peux pas racheter le basket, la boxe, tu peux plus ou moins, et ils l'ont racheté en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 72 heures? Turki Al-Sheikh qui a racheté donc le patron de l'entertainment saoudien, qui est l'homme saoudien très impliqué dans la boxe, qui a racheté The Ring, le grand magazine de boxe légendaire, le plus grand magazine, le plus grand média de boxe au monde, on est d'accord en termes de prestige, bien sûr. Qui a aussi sa ceinture qui est très très célèbre et que nous on trouve très très légitime, beaucoup plus que les ceintures alphabet comme on les appelle. Eh ben il a admis publiquement qu'il avait fait de la désinformation avec The Ring, notamment par exemple sur le fait que le combat contre Crawford était off. Pour pouvoir en fait inciter Canelo à ne pas prendre Jake Paul et plutôt à signer avec Riyad Season dès le mois de mai pour ce combat contre William Skull. C'est une folie, Baba. Un mec qui admet que le plus grand média de son sport, publiquement, a fait de la désinformation, qui l'admet et qui dit maintenant ce sera comme ça et je vais utiliser ça comme mon bras armé. Ça change tout. On peut plus regarder les infos qui sortent du milieu de la boxe sans avoir un œil très très circonspect, Baba. C'est tellement particulier ce qui s'est passé et c'est tellement pas du tout du journalisme que quand j'ai partagé hier sur Instagram la news de The Ring comme quoi Bruno Suras faisait la romance avec Munguia, ça me faisait chier de partager The Ring. Ouais, je suis d'accord.
Je te le dis comme ça, tu vois. J'ai ressenti. J'ai essayé de chercher un autre truc, tu vois, une autre source, parce que je sais que c'est la source première, mais j'ai essayé de chercher quelque. Ça va là. Là, c'est pas bon du tout ce qui se passe. On peut pas applaudir ce qui se passe. Qu'il l'avoue de façon si ouverte. Moi, ça me choque. Personnellement, je suis pas. Attention, je sais même pas c'est quoi le mot que je vais emprunter. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Ça fait très longtemps que je sais qu'il y a des choses qui se passent. Mais que quelqu'un vienne de façon si ouverte te dire voilà ce que j'ai fait pour que le combat se passe. J'ai utilisé le média que j'ai racheté et ce sera pas un média pour vous informer, ce sera un média pour vous désinformer. Je vais vous agiter un mouchoir par là pour vous. Un organe de propagande et de com, en vrai. Exactement. En plus, très spécial parce qu'il y a des journalistes à The Ring encore. Et les Jack Donovan, les Riyad Songalia, c'est des très bons journalistes, des excellents journalistes. Et je sais qu'ils seront pas OK avec ça. Et tout ce qui sort, qui est de la désinformation, en fait, quand tu regardes bien sur leur site, c'est pas signé de journaliste, c'est signé The Ring Staff. Ouais. En fait, c'est Turquie. Enfin, quand je dis c'est Turquie, c'est pas lui-même peut-être directement, mais c'est un. Moi, j'ai l'impression un que de ses adjoints ou un truc. Ils ont accès au back-office de The Ring, ces mecs-là. En fait, il est tellement impliqué. Ils écrivent dedans, ce qu'ils veulent, en fait. Moi, il est tellement impliqué dedans que je serais même pas surpris qu'il ait le Twitter dans son téléphone. Ouais. De Ring dans son téléphone. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, c'est comme ça qu'il lui a présenté la chose, sans sourciller. C'est qu'il a même pas peur des répercussions. Et pourquoi ? Parce que ton introduction, elle est super importante, Alex. Il a acheté le sport le plus facile à acheter. Ouais. Celui où il rencontrerait le moins d'adversité. Dès l'instant qui était prêt à lui ouvrir les bras. Où il a pris des ennemis jurés, il les a assis sur une table, il les a fait signer un contrat, tu fais tes 5 boxeurs contre mes 5 boxeurs, il a compris que c'était son jeu vidéo grandeur nature et qu'il pouvait faire absolument ce qu'il voulait. Et qu'il rencontrerait même pas de problème à le faire. À partir de là, il se dit... Moi, je vais même le dire et puis personne ne me dira rien, quoi. Alors, est-ce qu'on est en train de basculer aussi ? Parce que ça ouvre ça. Le 22 février, et on vous en reparlera ici, il y a une soirée avec Beterbiev Bivol 2 à Riyad. La carte, c'est sans doute, depuis qu'on est des suiveurs de boxe, Baba, je vois pas carte qui est plus belle sur le papier. Bien sûr. Les 7 combats peuvent être main event d'une autre soirée. Est-ce qu'on part vers une boxe ? Quand il y a eu Benavidez Morel, le 1er février, on s'est dit ensemble, et on l'a dit dans l'émission, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle carte avec un beau main event et des beaux combats en dessous qui n'était pas Riyad Season, qui n'était pas estampillé Arabie Saoudite. Donc c'est PBC, le promoteur américain qui l'a fait, mais qui est de moins en moins capable de monter ces grosses cartes. Ils en font très très rarement désormais dans une année. Les Japonais sont capables aujourd'hui de monter des grosses cartes avec leurs combattants locaux sur place, avec leurs promoteurs locaux. Mais à part eux, est-ce qu'on est en train de basculer sur une boxe qui est uniquement rythmée par des grands rendez-vous Riyad Season, avec 7 combats qui pourraient être des main events de 7 autres soirées, mais en fait on met tout sur une soirée. Et est-ce qu'on va vers ça, Baba ? Est-ce qu'on va vers une boxe où on aura 8 ou 9 rendez-vous dans l'année et tous les plus gros combats seront sur ces rendez-vous Riyad Season, partout dans le monde. Partout dans le monde, pas qu'à Riyad d'ailleurs. Partout dans le monde. C'est ce qu'on a maintenant. Les seuls autres qui pouvaient... Quand Riyad Season, quand Turquie arrive sur le marché de la boxe, tu as les Anglais qui sont très très bien installés. Qui ont même pris le pouvoir un petit peu sur les gros shows de la boxe maintenant, surtout en poids lourd en tout cas. Et puis tu as PBC qui est là avec Top Rank qui continue à faire ce qu'ils font. Et tout le monde s'est associé avec eux. Les Anglais, De La Hoya, Golden Boy, Top Rank. Il n'y a plus que PBC. Voilà, tout le monde s'est associé avec eux derrière, sauf PBC. Donc toutes les organisations qui ont suivi derrière étaient estampillées Riyad Season. Et aujourd'hui, c'est Riyad Season Presents machin. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et là, il n'y a même pas de contre-pouvoir médiatique. Puisque The Ring a pris le contrôle. Moi, j'ai l'excellent Bad Left Hook que je n'arrêterai jamais de suivre et que je n'arrêterai jamais de conseiller. Et surtout les articles de Scott Christ, qui est un super journaliste, et qui lui... je pense qu'il perdra jamais le ton qu'il a, mais en dehors de ça, ça va être compliqué. On va juste le journalisme, la boxe, ça va être la même chose que le MMA. Ça va être des médias qui reprennent des dépêches de Ring et qui balancent ça en tweet et puis qui font un article dessus. C'est qu'on aurait dû le voir venir. Quand les 3/4 des journalistes s'appellent Turkey His Excellency, alors qu'ils ils sont pas obligés de le faire. T'es pas saoudien. T'es pas saoudien. Il y avait les prémices de ça. Et il n'y a pas que The Ring. Tu vois que Mike Coppinger d'ESPN est carrément utilisé par Turquie comme c'est un autre bras armé. Après lui, pardon, mais bon. Oui, il y avait d'autres problèmes de base. J'ai jamais pensé beaucoup de cette personne, mais clairement, oui, t'as raison, oui. C'est quelque chose qui est arrivé de façon insidieuse. Après, honnêtement, on en a déjà parlé et je suis très content et je vous renvoie tous vers l'épisode qu'on a fait sur l'Arabie Saoudite avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Guégan. Qui explique pas mal de choses, qui a essayé de nous dire attention, c'est ça qui va se passer, les gars.
Et donc j'étais assez vigilant depuis qu'on a fait cet épisode-là, et en fait c'est exactement ça, tu vois. La partie dans laquelle on va basculer là. Mais il avait vu beaucoup de choses, Jean-Baptiste. Bah ouais, c'est pour ça. Si on réécoute. Ouais. Il faudrait qu'on plug cet épisode d'ailleurs. Il avait envie de le voir venir. Ouais. Avant de rentrer là-dedans, mais pour finir sur ce dernier point que je disais, est-ce que c'est négatif ou positif au final, Baba ? Parce que la carte qu'on va voir le 22 février, il y a 3 ans, tu nous demandais ça, on te rigolait au nez avec la boxe qui était en place à l'époque. On disait c'est impossible de faire un truc comme ça. Les Usyk Fury, Beterbiev Bivol, on t'aurait dit c'est quasiment impossible de les faire, ils ont été faits. Ouais. Donc il y a un point positif pour le fan de boxe. Mais... Comment tu vois ça ? Tu le vois avec ce prisme positif, avec ce truc de dire mais à long terme en fait, les mecs s'ils organisent ça et que d'un coup après le 2030, tu sais qu'à l'Arabie Saoudite a ce projet 2030 que Jean-Baptiste Guégan nous a expliqué, il pourrait pousser jusqu'en 2040. Si en 2030 les dirigeants saoudiens disent à Turquie on arrête la boxe là. Est-ce qu'ils laissent pas une terre brûlée et une terre désertique derrière eux, ces mecs-là ? C'est exactement mon propos, et je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, à chaque fois qu'on a parlé de ça, c'est mon propos. Le fan de boxe, mais je suis aux anges, c'est magnifique. La carte du 22 février, qui peut pas te dire que c'est exceptionnel, tu vois ? On sera tous devant notre télé, bien sûr, et je suis super content. T'as même hésité à aller à prendre ton billet d'avion. Parce que c'est un événement, tu dis, c'est un truc à voir, quoi, tu vois. Donc clairement, le fan de boxe est super heureux, mais je suis un fan de boxe avisé, qui suit ce sport depuis très longtemps maintenant, et en plus, j'en ai fait mon métier de suivre ce sport. Et là, oui, je suis obligé d'ouvrir grand les yeux et les oreilles et de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et j'arrive pas, Alex, j'arrive pas à m'enlever le feeling que c'est une énorme marotte pour eux, actuelle. C'est une marotte actuelle qui va durer 5 ans, qui va durer 10 ans, mais c'est éphémère. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un moment, ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtera, qu'est-ce qu'on aura en fait ? On aura des boxeurs qui ont été très bien payés, et moi je suis heureux, je suis le premier content pour les boxeurs qui soient mieux payés. Mais on aura des boxeurs qui seront très bien payés, en tout cas pendant un temps. Pendant un temps, en tout cas. Il y a eu beaucoup d'argent qui aura été généré. On aurait vu les combats que nous, notre génération de fans, on aurait voulu voir. Mais derrière, comme tu l'as dit, c'est plus qu'une terre brûlée qu'on va laisser. Parce que si les mecs peuvent plus être payés pareil, s'ils ont laissé la boxe à des mains qui seront bien moins bienveillantes, et c'est là qu'on va ouvrir là-dessus, ça peut être vraiment une terre brûlée derrière. Ce sera le pouvoir au promoteur. On va rentrer là-dedans avec 2 mots qui sont très importants, Aliact. Parenthèse d'abord, parce que tu l'as cité, j'ai oublié au tout début de l'émission, Bruno Suras sera le co-main event de Canelo à Riyad le 3 mai, revanche contre Rémi Munguia. Il y a eu un moment où son nom était même dans les discussions pour affronter Canelo avec Charlot. Moi, je peux vous confirmer que Bruno m'a dit qu'il était dans les discussions. Il était dedans, on s'envoyait que des let's go. Exactement. Derrière Bruno, d'ailleurs, il nous l'avait précisé aussi, tout de suite, dès que Canelo en a su que c'était Skull, il nous a dit par contre on négocie pour être le co-main event avec Munguia, ce qui finalement arrive. Génial, c'est juste la parenthèse. On n'a pas réussi à l'avoir 5 minutes pendant cette émission parce qu'il avait des rendez-vous, il ne pouvait pas se libérer. Mais on voulait lui faire un petit clin d'œil parce que pour l'exposition, c'est absolument génial d'être sur le co-main event de Canelo pour la revanche contre Munguia. Jackpot financier, jackpot au niveau de l'exposition. Bravo Bruno. C'est parfait. Je suis super content pour lui. De toute façon, Bruno, c'est quelqu'un qui essaie de tirer sa carrière au mieux de ses intérêts. Il voit sur le long terme, il voit pas sur un one shot. Donc c'est très bien ce qui se passe d'avoir cette revanche. Il avait d'autres options aussi en tête. Il avait d'autres choses qu'il nous a expliqué. Il voulait pourquoi pas faire un combat avant dans sa catégorie d'origine, les points moyens. Maintenant, tout s'est goupillé comme c'est goupillé, et quand c'est comme ça, il faut saisir l'opportunité. L'opportunité, elle est là, il faut la prendre. Tu es en main event du retour de Canelo, la première sur une Riyadh Season, donc ce sera très regardé. Donc, c'est bien, c'est très bien. On ouvre donc ce point Aliact est essentiel, parce que tout ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite, il faut ne jamais oublier quelque chose. Turki Al-Alchik a déclaré plusieurs fois, et encore très récemment, l'idée c'est de faire une ligue fermée en boxe. Donc de réunir un roster de boxeurs, comme l'a fait l'UFC avec les combattants de MMA, et d'avoir une ligue fermée avec un show télé qui revient toutes les semaines ou 2 fois par mois, je sais pas, et qui donc met chaque mec s'affronte entre eux. Enfin voilà, on crée vraiment une ligue fermée de boxe. C'est quelque chose qui intéresse d'autres personnes, et qui intéresse notamment Endeavor et TKO, le groupe TKO, donc c'est pour ceux qui ne suivraient pas bien les coulisses de nos sports de combat adorés, c'est l'entité qui regroupe l'UFC et la WWE, le catch professionnel. Le dirigeant de cette entité, c'est Harry Emanuel, qui est un grand représentant d'artistes et de sportifs, très, très impliqué à Hollywood et dans les milieux de la représentation finalement du management, du management d'artistes.
vendredi dernier, en marge du Super Bowl, il est invité du Pat McAfee Show. Donc Pat McAfee, qui est un grand homme de médias aux États-Unis, sur ESPN notamment. Et il dit 2 points, ouvrez les guillemets, à propos de la possible arrivée de TKO dans la boxe, qui est un vieux serpent de mer pour Dana White. On va en reparler, Baba. Il dit 2 points, ouvrez les guillemets. On commence chez TKO à parler de la boxe. On regarde ça en ce moment. Mais selon moi, le Ali Act fait du mal à la boxe. Mais on a de l'espoir. Qui sait ce qui va arriver avec le Ali Act ? Et ensuite, Dana a un plan pour la boxe. On verra bien. Il faut d'abord mettre du contexte, Baba. Qu'est-ce que le Ali Act, pour que les gens comprennent de quoi on parle ? Important, très important. C'est une loi qui a été passée en 2000, qui renforçait le Professional Boxing Safety Act. Le vrai nom de la loi, c'est The Muhammad Ali Boxing Reform Act, et qui est en fait la loi qui protège les boxeurs par rapport aux promoteurs. Il y a plusieurs sous-lois dans cette loi. Les promoteurs doivent divulguer tous les revenus que génèrent leurs cartes aux boxeurs. Donc on ne peut pas leur faire semblant que ça a généré moins que ce que ça a vraiment rapporté. Les promoteurs n'ont pas le droit de détenir les titres mondiaux. Point très important. Ils n'ont pas le droit de les détenir. Les classements mondiaux doivent être faits par des entités à part, par une tierce entité. Donc ici, WSBC, WBA, WBO, les choses comme ça. Les promoteurs ne peuvent pas garder les boxeurs sous contrat très longtemps, en leur promettant, par exemple, tu signes pour moi 6 ans parce que je te promets un title shot dans les 6 ans. Ça, c'est impossible. C'est la loi, Baba, on va être clair, qui permet qu'aujourd'hui, dans la boxe, le rapport de force soit en possession des fighters. Que sur 100% de revenus générés par une soirée, il y ait 80 pour les boxeurs, 20 pour les promoteurs. C'est la loi qui a tout changé en termes de corruption et de protection des athlètes dans la boxe, on est d'accord. Qui a créé des... J'ai fait un peu long, mais c'était pour le contexte. Non, c'est super important. Il faut vraiment être précis là-dessus, et c'est ce que tu as fait. Et pour que tout le monde comprenne bien le contexte, et c'est ce qui a permis ensuite l'éclosion de superstars de la boxe. Il y en avait des superstars, mais des superstars uniquement sportives, entre guillemets. À partir de là, on a pu avoir des combattants qui ont aussi avoir un levier et gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est très important ce qui s'est passé pour l'histoire de la boxe. Ça s'est passé en 2000, on a eu du Roy Jones qui est devenu juste après une méga star planétaire, et du Floyd Mayweather, et du Manny Pacquiao et compagnie. Donc c'est quelque chose de très important. C'est ce qui a permis à Mayweather de quitter Top Rank pour fonder sa propre promotion, et la suite on la connaît. Et devenir le sportif le mieux payé de la planète, ce qu'il n'aurait pas été capable sans le Ali Act. Exactement. C'est aussi la conséquence, le Ali Act, de dizaines et de dizaines d'années. Et on vous a déjà parlé de l'implication de la mafia dans la boxe pendant longtemps, où la boxe c'était le Far West. C'était un monde de corruption absolue, et il fallait signer avec le bon mec ou être impliqué avec le bon mec pour pouvoir avoir ton title shot. Sugar Ray Robinson a assez fait de combat avant d'avoir une chance mondiale pour le savoir, par exemple. Exactement. Donc c'est quelque chose qui a été hyper important dans la régulation de la boxe. Quand t'entends Harry Emanuel, qui, on va être clair, a des liens politiques très forts avec l'administration Trump aujourd'hui. Il est par exemple très très proche du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. On connaît la proximité de Dana White avec Donald Trump directement. Ça fait peur, parce qu'en fait, quand il le dit publiquement, le fait qu'ils le disent publiquement, voilà, c'est ça le plus important. S'ils en parlent entre eux, en se disant on va essayer de faire sauter le Ali Act, tu vois, en off, mais on le dit rien. Pourquoi pas ? Et ils font tous ça. On n'est pas des perdreaux de l'année. On sait que c'est pas des bons samaritains, ces gens-là. Mais le dire publiquement, ça veut dire que le lobbying, il est déjà activé là-bas. Tout est déjà en coulisses, c'est déjà en place. Tu sais, Dana White, ça fait des années qu'il parle de ça, sans le nommer. Nous, les personnes qui sont dedans, qui sont des suiveurs de ce sport, il a toujours parlé de la boxe comme étant malade, qui est un gros problème, et on savait tous que lui, la maladie qu'il pointait, c'était le Ali Act. Il faut la fixer, il faut la réparer, la boxe. Mais il a jamais osé nommer, parce que le simple fait de nommer le Ali Act en public et de le dénigrer, en tout cas, encore il y a quelques années, derrière, il y avait une levée de bouclier sûre et certaine. Il se faisait allumer par tout le monde. Parenthèse, le Ali Act, dedans, il y a aussi le fait que les promoteurs ne peuvent pas être managers. Voilà. Tu comprends, quand tu connais comment fonctionne le MMA, tu comprends aussi pourquoi c'est un truc qui les dérange un peu, tu vois. Donc le fait que là, ils arrivent, et Harry Emanuel, qui a, comme tu l'as dit, une grosse machine politique, une grosse machine économique avec Disney et TKO derrière lui, qui puisse tout de suite attaquer le Ali Act de front comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça veut dire qu'ils avancent en coulisses par rapport à ça. Vous l'avez vu, hein, c'est pas, j'invente rien, mais depuis que Trump a signé, ça fait quoi, 3 semaines, il avance avec frénésie sur tout ce qu'il est en train de faire au niveau politique. Il signe toute la journée, il signe des choses. Il a même annulé, par exemple, l'utilisation des pailles. Il a ramené les pailles en plastique. Enfin, c'est peut-être con à dire, hein, mais il va vite sur tout ce qu'il veut. Il va vite sur beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire. Donc, parce que si c'est son urgence, bah dis donc. Donc clairement, il faut craindre ça. Il faut craindre ça parce que. En fait, tu crois qu'on y est déjà ? On va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que tu crois que ils ont déjà négocié ça en coulisses ? Moi, je pense qu'ils avancent. Je pense qu'ils avancent dessus.
La synergie qu'il y a à avoir et qui est importante, c'est ce dont on parle depuis la première partie de cet épisode, c'est avec l'Arabie Saoudite. Le fait que Turquie ait fait ces annonces-là depuis qu'il est arrivé, le fait que Turquie ait mis les pieds dans la boxe, le fait que Turquie décerne sa propre ceinture, Ce qui est qui est interdit par l'Ali Act. en fait, c'est un délire parce que nous, on n'a pas tilté sur le moment. Ouais, mais quand c'est il vrai. sort sa ceinture Undisputed pour Fury Usyk ou pour Beterbiev Bivol, alors c'est qu'un joujou. C'est-à-dire Certes. qu'elle n'est pas reconnue par, Mais c'est un symbole. par WBC, WBA ou les autres. Mais en fait, c'est un symbole. Le promoteur a décerne un titre, Ouais, ce c'est qui un est symbole. interdit dans le Ali Et Act, tu ce n'as qui pas était le la base de cette protection des athlètes aussi. Tu n'as pas le droit. Donc, En fait, on est en train de le vivre, ce cauchemar, entre guillemets. En Baba. fait, ça se met en place tout doucement. Ça se met en place tout doucement et quelque part, la réaction du public, elle est OK. La réaction du public, c'est ouais, vous pouvez le faire. Parce que de toute façon, on a les combats qu'on veut. Et moi, le fan, encore une fois, le fan de boxe, moi, je suis super content. J'ai vu Usyk Fury 2 fois, etc. C'est génial. Mais ce qui se passe en coulisses, ça va être très mauvais pour les boxeurs si ça va jusqu'au bout. Ça va être très mauvais. Le Ali Act, pour vous expliquer, souvent des gens disent la boxe, je comprends rien, et elle est un peu cassée par son organisation. Ouais. Le Ali Act a fait en sorte qu'elle soit cassée. Mais en fait, c'est parce qu'il fallait ça pour que les boxeurs soient protégés. C'était obligé. C'est pas la meilleure façon de faire opérer un sport. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois que le Congrès américain a Ouais. décidé de comment s'organiser un sport. Et c'est pour ça que d'ailleurs que cette loi a été fortement attaquée par les promoteurs de boxe, entre autres, et les acteurs qui disaient mais le Congrès n'a pas à se mêler des affaires Exactement. sportives. C'est nous, c'est notre milieu, Voilà. laissez-nous gérer notre truc. Sauf qu'il fallait faire ça pour protéger les boxeurs, encore une fois. C'était important. C'est ça. C'est pas la meilleure façon de faire opérer le sport, C'est mais pas la mieux. meilleure façon d'empêcher la corruption et protéger Voilà, les c'est boxeurs. pas le mieux. Ça a créé plus de fédérations qui font leurs rankings, ça a créé beaucoup de politique. C'est avec ça qu'ils se gavent aussi en FIS, hein, les Je te dis pas WBC, que WBA, voilà, je suis pas en train de WBO. dire que les fédérations c'est mieux que les promoteurs. Hein. Je te dis juste que c'est un système qui, de toute façon, est très compliqué. Et la boxe est un sport qui a été compliqué depuis sa conception, depuis son tout début, avec la mafia qui avait pris le contrôle de la boxe au départ. C'est un sport, malheureusement, qui a toujours vécu sous tutelle. C'est comme ça. Ouais. Par la nature même de ce sport. Maintenant, au moins avec ça, on avait la garantie que les boxeurs, parce que toute ma vie, je serais pro-boxeur. Je peux pas être autrement que ça. En Moi fait. aussi. Et on sait que c'est notre. Ceux qui suivent cette émission savent très bien. Et c'est compliqué. Entre un promoteur et un boxeur, désolé, mon cœur, je sais où il va tout de suite. C'est mon passé, en plus de ça, en tant que fan, c'est aussi mon passé qui parle. Donc c'est très important pour moi. Et moi, là, je ne vois que ça. En tant que protecteur de boxeurs, en tant que formateur de boxeurs, je vois que ça va être problématique. Et alors, pourquoi tout se recoupe? C'est là où ça devient fou, en fait. Puisqu'on vous a parlé de Turquie, l'implication de l'Arabie Saoudite. Cette ligue fermée qu'il veut créer. En fait, ce modèle de ligue fermée, c'est exactement ce que veulent TKO et Dana White pour qu'il a déjà rentrer dit. dans la boxe, puisque c'est le modèle qu'ils ont fabriqué dans le MMA et dans le catch d'ailleurs, Bien avec sûr. un modèle très monopolistique, que ce soit l'UFC ou la WWE, il y a pratiquement pas de concurrence. Il y en a, mais leur monopole est très très fort pour le coup. Dana, ça fait des années qu'il nous parle de rentrer dans la boxe. Tu te souviens des t-shirts Zuffa Boxing il y a quelques années. Je vais y aller. Il y allait pas. Plusieurs fois, il l'a répété. On va y aller, on va y aller. Il y va pas. Là, la porte, elle s'ouvre beaucoup plus. Parce que si tu fais sauter le Ali Act, il y a eu 2 fois, en 2007 et 2016, c'est hyper intéressant ça. 2 sénateurs, enfin 2 hommes politiques, d'abord John McCain, l'ancien candidat à la présidence, et Marwan Mullin, qui est un ancien combattant de MMA, ça c'est en 2016. Les 2 tentent de faire passer au Congrès une proposition de loi pour que le MMA soit basé sur le Ali Act, comme la boxe. Pour l'étendre au MMA. Voilà, exact. qui soit étendu au MMA et que les combattants de MMA aient la même protection. Les 2 fois, l'UFC engage une firme de lobbying, société qui fait du lobbying, c'est Farragut Partners par exemple en 2016, pour faire tout le travail de l'ombre pour que ça n'arrive pas. Et ce n'est pas arrivé. Le MMA n'a jamais été ils ont réussi obligé, à chaque fois à tuer le truc dans la foi. exactement, n'a jamais été obligé de rejoindre le Ali Act. C'est ce qui permet, tous les débats qu'on a sur les payes à l'UFC, le truc qui permet que 20% seulement des gains aillent aux combattants de MMA, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas rejoint le Il Ali n'y a Act. aucune protection. Donc là, s'ils le font sauter, tout se recoupe en fait, Baba. TKO se met avec les Saoudiens pour faire une méga ligue fermée. Ils ont fait sauter le Ali Act. Il n'y a plus du tout de protection des boxeurs. Et on rentre dans un truc. Ils ont créé un monde où toutes les grosses soirées désormais sont Riyadh Season et tout le monde veut y aller, que ce soit les boxeurs, les fans, tout le monde a les yeux que là-dessus. Et tu as créé un monde où ça y est, les boxeurs, on leur met là. C'est terminé pour eux. Et on vient dans un modèle où c'est 20% pour les boxeurs et 80% pour les promoteurs. Et puis là, on va me dire que mais comme c'est en Arabie Saoudite, les mecs seront bien payés. Oui, mais les mecs qui sont dans la ligue fermée. Les mecs qui sont dans la ligue fermée seront bien payés, oui. Parce que c'est l'Arabie Saoudite et que on est dans une époque où il y a encore des stars.
Et ils sont pratiquement associés, on l'a dit, Voilà. Riyad Season, à tous les promoteurs mondiaux. Donc s'ils les impliquent tous dans cette ligue, Sauf que les tu prochains. peux plus avoir d'endroit ailleurs où aller trouver tu vois, l'herbe sera pas plus verte ailleurs puisqu'il y aura pas d'autres herbes. Non, En fait. et ceux qui organiseront en dehors de cette ligue fermée ou de ces ligues fermées-là, bah, ils pourront dire aux boxeurs moi je te paye que ça en fait, puisque de toute façon t'as pas le choix. Sinon tu peux pas boxer du tout. Non. Et ça va se passer comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura passé cette génération-là de boxeurs qui eux sont bien payés, et c'est tant mieux pour eux, bah, on aura une nouvelle génération de boxeurs qui seront moins bien payés au fur et à mesure. Jusqu'à ce que, comme on l'a dit encore, après 2030, peut-être que l'Arabie Saoudite se dira finalement, débrouillez-vous, on a fait ce qu'on a voulu avec la boxe, maintenant bonne chance à vous pour la suite, quoi. Ouais, c'est très flippant en fait ce qui se passe à ce niveau-là. C'est pas d'être alarmiste, hein. C'est simplement de faire un constat où ça peut très mal tourner pour les boxeurs. Est-ce que moi j'ai l'impression quand même que sur cette génération en cours, ça va être dur. Ça va être trop compliqué faire parce ça. qu'ils sont bien établis. Ils sont établis, ils sont habitués à prendre un certain Voilà. niveau d'argent. Ça va très bien. Donc on parle de la génération Canelo, Anthony Joshua, tu vois, Tyson Fury. Et ce sont des players qui ont un levier. Joshua, il décide de faire Wembley, il fait Wembley. Riyad Season ou pas Riyad Season, il remplira Wembley. Ouais. Il n'y a pas de problème. Une fois que tu sors de cette génération-là, Mais c'est ça, c'est-à-dire tous les jeunes là, si tu leur dis à un moment, de toute façon si vous signez pas avec cette ligue-là, vous n'existerez pas dans ce milieu de la boxe parce qu'on a tout cornaqué et que tout est en nos mains. Et même, je vais te dire, on a des médias. Ouais. On peut entre guillemets faire aussi des campagnes de dénigrement contre vous, un peu, puisqu'on a l'arme médiatique même la plus forte de la boxe. T'auras un article demain estampillé Ring avec écrit que ce combattant-là, il est pas bien. Ouais, mais ça ressemble à quelque chose cet qu'on connaît événement-là déjà. est pas bon. Ouais. Ça ressemble à quelque chose Oui, qu'on connaît bien déjà. sûr. Et Parce que c'est quoi les médias à l'UFC? qu'on traite beaucoup dans notre émission, mais côté MMA. Les Ouais. conférences de presse à l'UFC, ça ressemble à quoi en fait? Hmm. On a Dana White là le week-end dernier, et pardonnez-moi l'expression, on est dans une émission sérieuse, qui a littéralement chié sur la tête des médias australiens. Il n'y en a pas un dans la salle. En conf de presse devant eux. Il n'y en a pas un dans la salle qui a bougé. Non. C'est incroyable. Il n'y en a pas un seul. Je suis désolé, hein, on est beaucoup de choses en France, hein, mais tu viens me chier sur la tête comme ça devant tout le monde, moi je vais pas rien dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Après tu peux retirer les trucs, le collier, ce que tu veux, je m'en fous. Mais à un moment, c'est quand même très grave ce qu'il a fait. Il les a traités de bip devant leurs yeux. T'avais les médias habituels du MMA qui étaient là, qui ont même pas voulu avoir un petit peu de solidarité pour leurs collègues. C'est leurs collègues journalistes là. Non, ils les ont regardés de loin et puis ils ont tous sorti leurs acquis derrière pour dire oulala, Dana White défonce les médias australiens. Sans rien derrière. J'ai cherché, j'ai regardé les articles. Il n'y en a pas un qui avait une petite phrase pour dire c'est quand même pas bien ce qu'il a fait. Que dalle. Ouais. Et donc ça peut arriver aussi du côté de la boxe. Je vois pas comment ça pourrait être empêché derrière, vu il aura le média le plus important de la boxe, de toute façon. Je pense c'est déjà, en quelques semaines, il s'est déjà imposé comme le média le plus important de la boxe. Je ne vois que ça passer sur mon fil d'information. Que des dépêches de Ring qui sont repris derrière par les autres médias. Et moi, t'as raison, j'arrive dans la même situation aussi où je me dis, mais quand on partage des trucs The Ring, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de partager, quoi? Est-ce qu'on est en train d'aider? Moi, ça me fait un truc. Est-ce qu'on est en train d'aider nous-mêmes à un truc? Il y a de la désinformation qui doit mener quelque part. Forcément, parce que dans les 72 heures où il a fait son truc, où il a fait sa tambouille, il y a eu des informations qu'on a peut-être probablement retweetées, je me rappelle plus. Si, moi je peux te le dire. Ouais. C'était des fausses informations, il l'a dit lui-même. Le combat Crawford-Off, je l'avais relayé. Il l'a dit lui-même. C'est clairement uniquement un outil pour faire sauter le combat contre Paul. Donc oui, par extension, on a été utilisé. Ouais. Parce qu'on est un des relais de la boxe en France. On n'est pas on est plein. On est plein de médias. Il y a une pluralité des médias à la boxe en France, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'on a tous relayé l'information comme quoi le combat contre Crawford est off. Donc on a tous relayé une fausse information délibérée. Faut réfléchir. Ouais, c'est quand même assez hallucinant quand on regarde ça de façon globale. Si tout ça passe, si le Ali Act saute, si les promoteurs peuvent faire leurs titres, donc Riyad Season peut faire des titres et créer une sorte de monopole en fait, en vrai, avec les mecs de TKO, et créer une ligue fermée qui devient un peu monopolistique. La boxe, elle nous apportera peut-être plus de soirées qu'on n'en a jamais eu depuis qu'on est fan de ça, de belles soirées avec des gros combats. C'est paradoxal. Hein. Mais la boxe aura totalement changé. Ce sera plus le même sport. Et pendant un temps, comme tu l'as dit, on aura les meilleures soirées possibles. Pendant un temps. Mais pendant un temps. Mais après, ça peut devenir très compliqué. Est-ce qu'on aura déjà vu, tu vois, si tout ça se met en place, est-ce qu'on aura déjà vu un sport changer autant en fait? Je crois pas. Parce que c'est la nature même du sport qui va bouger. Parce qu'on reparle bien du Ali Act. Il faut comprendre que dans les années 90-2000, la seule chose qui a eu même plus d'impact, parce qu'il y a eu plus d'impact parce que c'est un sport beaucoup plus populaire, mais la seule chose à impact équivalent, c'est l'arrêt Bosman pour le foot. Ouais. On est à ce genre de niveau-là. Et là, on veut revenir sur l'arrêt Bosman. Imaginez si on revient sur l'arrêt Bosman pour le foot. C'est la seule chose, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la seule chose qui a empêché TKO d'aller dans la boxe pour l'instant. Ouais. Parce que le monopole qu'ils avaient créé sur le MMA comme sur le catch professionnel, ils n'étaient pas capables de le faire en boxe avec le Ali Act. C'était impossible et ils pouvaient pas. Une fois que tu leur enlèves ce garde-fou,
c'est le Far West. C'était pas vrai pour leur modèle économique. Quand vous voyez Dana White qui essaye à plusieurs reprises d'aller dans la boxe et qui revient et qui est même gêné d'en parler en conférence de presse, c'est parce que ce monsieur il revient avec son truc entre les jambes. Parce que les gens dans la boxe lui ont dit non mon pote, ça peut pas marcher comme ça. Ton histoire de 15% de revenus et de donner 15 plus 15 à un combattant en boxe, non, ça marche pas. Sauf que demain ça peut. Alors, il y a des failles dans le Ali Act. Hein. Tu t'en parlais tout à l'heure, c'est pas une loi non plus parfaite. Non, bien sûr. Par exemple, les classements indépendants, ça n'a pas empêché des fois des délires dans une des 4 grandes fédés majeures. Il y a des fois, on voit des évolutions de classement, on se dit, bon, on rigole un peu bas, tu vois. Bien sûr. À dire, tiens, ils ont monté ce mec-là parce qu'ils veulent le mettre contre tel mec et ils veulent le faire rentrer dans le classement pour légitimer. Les fédérations font ce qu'elles veulent. Hein. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Il y a d'ailleurs eu des propositions d'amender le Ali Act déjà, qui ont été faites pour essayer de limiter au mieux ces failles et d'avoir un truc un peu plus logique. Mais oui, c'est pas l'amender qu'ils veulent. Non, ils veulent le supprimer. C'est la disparition absolue. C'est différent. On veut le supprimer. Les propositions d'amendement, et j'ai regardé encore hier, les propositions qui avaient été faites pour amender cette loi, c'était vraiment surtout à aucun moment on ne touchait toute la partie boxeur. Oui. On touchait pas à ça en fait. C'était tout le vraiment reste. de dire là les fédérations vous faites n'importe quoi, comment on peut faire pour vous réguler un peu plus. C'était ça le propos en fait. Parce qu'il faut comprendre aussi que le Ali Act, il a aussi bénéficié quelque part un tout petit peu au MMA parce que les commissions athlétiques, dans le Ali Act, c'était ça. Le but c'était de donner le pouvoir aussi aux commissions athlétiques de réguler ce sport. C'est ce qui a fait état que... par état, finalement. Voilà, le Nevada fait ce qu'il veut, la Californie fait ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on a ces commissions athlétiques qui régulent aujourd'hui aussi le MMA. Et ça a été important, hein, parce que il faut se rappeler que 1993, il y a un État qui est OK pour le MMA. Le Colorado. Voilà. Le reste, on n'en veut pas. Ouais. Derrière, les commissions athlétiques disent on veut bien faire du MMA, mais on le fera comme ça. Avec les règles unifiées, par exemple, en 2001. Et en les fait, choses comme on ça. prend l'exemple de la boxe et on dit comment on peut faire pour l'adapter au MMA, tout simplement. Et parmi ces règles-là, c'est par contre, nous, on veut que vous dites au public combien le combattant a gagné. Et c'est pour ça que l'UFC dévoile des bourses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toi et moi, on n'était pas OK sur le dire. Islam Makhachev, je sais plus, c'était 200 000 la bourse officielle. 200 000 $. Oui, mais Baba, tu comprends, il a des bourses discrètes. Ouais, mais vous comprenez que c'est ça qui va pas. Ouais. C'est exactement le problème est dans la question. Toi, en fait. tu sais, c'est combien sa bourse discrète sous le manteau? Parce que moi, je sais pas. Non. C'est combien? Et s'il décide demain que c'est plus ça? C'est quoi? C'est un contrat, c'est une clause sous scellé, sous sein privé, c'est quoi en fait? Ouais. On n'en sait rien. Comment c'est régi ça et même, puisque c'est la base, une des bases du Ali Act, donc l'UFC n'est pas, et d'ailleurs toutes les autres cas de MMA, ne sont absolument pas obligés de dire aux fighters combien leur rapporte leur événement. Donc tiens, ok, même si on a un peu de sous de table, tiens, t'as gagné. Par contre, on ne dit pas qu'en fait on a rapporté 120 fois plus que ce qu'on t'a payé, même si t'es main event. C'est ce qui peut arriver demain dans la... Et vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au sport duquel moi je suis issu. Ça ressemble au Muay Thai, ça ressemble à la boxe Thai, avec tu vas prendre 800 balles, alors qu'en vrai, ta vraie prime, en fait, c'était 4000 €, et qui se sont repartagés derrière. Avec le premier critique qu'on fait à mon sport, c'est il y a 1 million de ceintures, Baba, dans votre sport. Ouais, c'est vrai, mais demain, ce sera la même chose. Demain, ce sera la même chose, parce que chaque promoteur peut faire sa ceinture. Donc, tu auras un champion du monde W, B, C, M, O, B, je sais pas quoi. Tout le monde aura sa petite ceinture pour se balader, ce sera la maroquinerie, ce sera super génial. Hein. Mais encore une fois, c'est des boxeurs. Tu peux même en avoir plus, en fait. Ouais. Alors, s'ils arrivent à regrouper tous les promoteurs sous la même égide Riyadh Season, ils essaieront d'en faire qu'une. Mais en vrai, une fois que tu fais péter le Ali Act, peut y avoir la ceinture Matchroom, peut y avoir la ceinture Queensberry, peut y avoir la ceinture machin, et la ceinture machin. En France, peut y avoir la ceinture Y12, peut y avoir la ceinture. Moi, ma question, c'est pourquoi ça se passerait pas? La ceinture de David Musset. Enfin, on peut se taper des délires. On fait ce qu'on veut. Ouais. On fait ce qu'on veut, encore une fois. Mais tu peux pas payer. Tu peux pas payer. Il y a un garde-fou qui permet que la négociation se passe en public. Rien que le fait qu'on ait des enchères. La fédération, elle force les boxeurs à avoir des enchères. Celui qui gagne l'enchère, il organise le combat. Point à la ligne. Et on fait le combat pour la ceinture. Ceux qui participent aux enchères, c'est le numéro 1 et le numéro 2. Comment tu réagis, toi, si t'es boxeur? Si ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis... Alors, c'est de la fiction qu'on fait, mais c'est intéressant dans ces discussions de digresser un peu comme ça. Est-ce que tu te dis... Ils font sauter le Ali Act, ils se réunissent, font un truc Riyadh Season avec TKO, on fait une ligue fermée et machin. Ouais. Tu te dis, en fait, si j'y vais pas, le train, il part sans moi. Et je suis peut-être... En fait, ma carrière, elle disparaît peut-être, parce qu'il n'y a plus d'endroit où aller faire ma vie. Où tu te dis c'est trop dangereux et il faut que je trouve un autre moyen. Et ils vont être dans des positions ultra compliquées, les mecs. J'aimerais bien te dire que le boxeur il sera là en train d'y réfléchir et d'essayer de trouver une autre solution. La vérité de l'histoire des combattants et des athlètes, c'est qu'il n'a pas le choix de faire. C'est une phrase que je dis tout le temps dans la série The Wire, qu'elle dit la juge à son ex-mari, le lieutenant Daniels. Le jeu il est truqué, mais tu peux pas jouer
Et tu peux pas perdre si tu ne joues pas. Ouais. Mais le boxeur, il a toujours eu un jeu truqué dans les mains. Toujours. Et s'il veut boxer, il est obligé de jouer en fait. Tu perds quoi qu'il arrive. Maintenant là, avec le Aliak, c'était quand même pas mal. La plupart des boxeurs de haut niveau, C'est ça, on est d'accord. de haut niveau, de standing, ils ont trouvé leur compte. Les petits boxeurs, ça reste les petits boxeurs Ouais. qui malheureusement ne gagneront jamais. Quoi qu'il arrive. Et encore plus dans notre pays, on ne gagne rien. Non. Et on va même ça, ce sera peut-être Et pour ça, un autre épisode. peu importe comment le sport est organisé, Mais ça, Baba. en France, je t'explique, voilà. Peu importe comment il est organisé, ça restera le ça, cas. ça reste Les comme petits ça. boxeurs, Voilà. ils toucheront pas des Mais t'avais millions. au moins une partie des boxeurs qui gagnaient. Ouais. Tu vois. Et t'avais au moins l'idée de te dire, même si c'était presque une utopie, de te dire, bah écoute, si j'arrive au plus haut niveau, je peux me trouver dans une position où je peux gagner, où je peux être dans un gros combat et gagner de l'argent. Je peux être Bruno Suras demain. Ouais. Tu vois. Bah demain, ça peut être Oui, plus compliqué. Mais par contre, s'il y a une ligue totale fermée, est-ce qu'il peut encore exister des Bruno Suras? Bah, il faut qu'il y ait encore plus que. Là, c'est. Tu vois, c'est Bruno qui va. Parce que j'aime pas utiliser le mot chance, tu vois. Mais ça va être encore plus compliqué pour ces gars-là. Parce que là, tu dois intégrer une ligue. C'est pas juste on cherche un faire-valoir. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Bruno. On cherche un faire-valoir, on regarde. Tiens, lui, il a l'air pas mal, il a que 5 KO. Prenez-le. Ok, tu vois. Et puis finalement, il cache la tête et Voilà. il s'ouvre un common event sur la carte de Canelo. Tu vois. Demain, dans ta ligue, t'auras déjà des gars sous contrat pour ça. T'en auras déjà. Si t'es pas rentré sous contrat, comme à l'UFC. T'auras un peu tes journeymen, mais sous contrat. Mais demain, il y aura un Turquie Al Alchik Contender Series. Oui. Pour faire rentrer des boxeurs. Qui seront payés, je sais pas, 2 et 2. Ils vont fabriquer l'UFC de la boxe. Enfin, Mais on y va tout droit en fait. Comment ça peut ne pas arriver? Je te parle là en tant que boxeur, en tant que coach. Alex, demain, je suis un mec avec beaucoup d'argent. Je sais pas si je le fais pas. Je dis toujours, moi, tu sais pas ce que tu vas faire si tu deviens riche. Faut pas croire que tu vas être la même personne. Non, mais c'est fou parce que pendant des années, on s'est demandé quand est-ce que les mecs du MMA essaieraient d'intégrer la boxe pour essayer de croquer une part du gâteau de la boxe. Et en fait, on s'est fait avoir. Ils ont fait l'inverse. On va vous transformer votre sport. Ouais. On va vous transformer votre sport dans le nôtre pour rester les maîtres du jeu et les maîtres des finances. Donc paradoxalement, mais paradoxalement non, parce que autant j'aime pas le personnage du tout, tu vois la fameuse image Twitter, la pire personne que tu connais dit quelque chose avec laquelle tu es d'accord. Ouais. Ça c'est Jake Paul. Oui, parce qu'il a toujours attaqué le modèle économique de l'UFC et a raison. Et là, ce qui s'est passé avec les négociations avec Canelo, je te dis pas que c'était le seul contre-pouvoir, mais c'est un énorme contre-pouvoir par rapport à ça. Ça va devenir un des seuls MVP, sa société de promotion. Parce que Jake Paul, lui, il a les reins solides pour la continuer tout seul. Comment il fait son business? Voilà, et on a bien compris qu'il n'y avait pas d'association avec Turquie, vu les pics qui s'envoient, et Turquie qui dit il affronte que des vrais combattants, machin. Ouais. Ça va être avec PBC, et je suis même pas sûr que PBC résiste très longtemps à Je Sirène. suis pas sûr. Pourquoi? Parce que quand tu vois que les principales forces de la boxe ont attaqué les tweets de Jake Paul par rapport à ça. Le tweet où tu m'as dit qu'il avait raison, il a raison. Ouais. C'est factuel. Il y a un Dan Raphaël qui vient l'attaquer. C'est un éminent journaliste. Ouais, ancien d'ESPN. Qui lui dit bah non, de toute façon, on voulait pas que tu boxes, nous, qu'on s'en fout, on est content. Ah, mais mon gars, ça, c'est la pire lecture possible. Ouais. Exactement. En fait, t'as pas compris, mais t'es déjà en fait dans cette manipulation de dire non, toi, t'es pas de Et notre toi, monde. qui a un following, qui a quand même un poids médiatique là-dedans, que tu tweets ça, bon, encore une fois, hein, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, Dan Raphaël, mais c'est compliqué de dire ça, ouais. Et il avait raison depuis bien longtemps, en fait, Jake Paul, sur beaucoup de choses là-dessus. Ça, il avait vu le vent arriver, et je vous le dis, ce sera si tout ça se passe, MVP va devenir un des rares contrepoids à tout ça dans la boxe. Voilà. Donc c'est important ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre que, encore une fois, on a la casquette de fan, Alex et moi, on sera très content de voir certains combats, évidemment. Mais c'est important aussi qu'on vous explique tout ça pour que vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre que à long terme, on va pas gagner. Pas à long terme en tout cas. Et je vais être clair, depuis vendredi qu'il y a eu cette déclin, à part, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on suit en commun qui ont réagi là-dessus, mais à part vraiment des gens spécifiques qui aiment ce genre de détails de la boxe, les coulisses, et qui ont tout de suite vu le danger de cette déclaration et qui ont réagi, je pense à des Luc Thomas aux États-Unis, des choses comme ça, personne n'a réagi, Baba, dans le grand public. Est-ce que ce grand public combat, en fait, il a conscience des enjeux derrière? Ou est-ce que ce public combat, il est assez basique, en fait, et tant qu'il voit deux mecs se battre qu'il aime bien, et ben tout le reste, c'est pas très grave. Et en fait, on est en train de se faire beaucoup de jus de crâne de vrais amoureux
mais qui pour 95% du public, j'espère que ce ne sera pas le cas de ceux qui nous écoutent et qu'on vous a intéressés avec tout ça, mais qui en fait s'en foutent et disent moi vous allez me donner Usyk Fury et Beterbiev Bivol. Moi je pense j'en ai rien à secouer, que vous soyez moins bien payé, que vous ayez moins de protection et que ce soit les promoteurs qui aient la... Pour beaucoup et pour tous les sujets de la vie, pour beaucoup de personnes, la fin justifie les moyens. Pour beaucoup, il faut à un moment donner ce constat amer, mais c'est le vrai constat. Donc ouais, la plupart des... Tu sais, on a tous un just bleed en nous. Je veux juste moi le combat, moi. Je veux juste que les mecs qui saignent, je veux juste un KO, point barre. Je pense que sur 10 fans de combat, sur 10 fans de boxe, tu vas en trouver 8 qui sauront pas ce que c'est le Ali Act. Sûr. Et c'est pas je suis pas en train de dénigrer, c'est qu'il y a eu un défaut d'information, tout simplement. En fait. C'est l'info la plus importante, tu le disais tout à l'heure, depuis le début de l'année 2025 en sport de combat, pas un tout petit peu, de très 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 loin. On me demande souvent quand est-ce que tu vas lâcher de suivre certains sports et tout. C'est le genre de choses qui à terme il faudra ainsi de suite. Si la boxe ça devient ça, moi j'arrêterai de suivre à ce moment-là. Ok, c'est bon. Ouais, ou alors moi tu vois, j'irai voir juste des cartes au Korakuen Hall ou des trucs complètement... Tu vois, tu reviendras à une boxe un peu à l'ancienne parce que ce sera ça qui te verra. Je retourne gentiment dans mon monde complètement cassé de la boxe taille, mais c'est mon monde, je connais. tu sais qu'il est cassé. Mais on sait que la boxe est cassée sous certains accès. Mais là, c'est de la destruction. C'est plus le cassé, c'est de la destruction. Faut juste pas les voir comme les Avengers en fait. C'est tout ce que. S'il y a un truc à retenir de cet épisode, voilà. C'est pas les Avengers qui arrivent pour sauver la boxe, c'est tout le contraire. Mais t'as raison, souvent que la majorité du public, c'est pas grave, il y a ce truc, moi je veux voir du sang, c'est tout, enfin je veux voir le combat. Mais je suis pas en train de juger ces personnes, attention. Et c'est souvent ce qu'on a quand t'as des débats sur les payes à l'UFC, où t'as beaucoup de mecs qui disent moi c'est pas mes thunes, moi c'est pas mon argent, donc je m'en fiche. Voilà. Et je comprends, il y a un des arguments que j'entends. Les mecs qui signent, ils savent où ils signent. Alors oui mais non. Alors cet argument il est compréhensible en partie. Il est en partie. Maintenant, parce que ça c'est la vie de tous les jours. Tu signes. Sauf que c'est un sport. Quand tu veux faire ce sport, quand tu veux être combattant. Oui, j'en reviens à mon jeu de cartes. Puisque c'est l'élite, si tu veux aller à l'élite, t'es obligé de passer par ça. Parce que t'as pas le choix. On te présente pas d'autres jeux de cartes. Donc si c'est ta passion malheureuse, des fois c'est une bénédiction, une malédiction cette passion. Moi, en tant que combattant, je la voyais comme une malédiction souvent. Pourquoi je suis là-dedans ? Pourquoi je fais pas du foot ? Ou un autre truc, quoi, tu vois. Tu en parles aussi. Que pour le combat, mais tu en parles pour tout ce qu'il y a autour. Et donc, oui, c'est vrai que tu signes, une fois que t'as signé. Mais t'as pas d'autre choix que de signer ça, en fait, dans le sport que tu veux pratiquer, dans les choses dans lesquelles tu veux exceller, parce que t'es bon, parce que tu te vois faire une carrière, t'as pas d'autre choix que de signer ça. Donc, en même temps, c'est pas un choix 100%, c'est pas un choix bisounours en fait, c'est pas j'ai signé, c'est génial. C'est que pour poursuivre cette carrière-là, j'ai pas d'autre choix que de signer ça. Ouais. Mais par contre, tu vois, ce public qui a cet esprit un peu critique et de recul là-dessus en disant moi j'en ai rien à faire, et c'est pas mon argent et tous les trucs. Par contre, moi j'ai toujours envie de leur dire aussi, mais dans ce cas-là, pourquoi toujours être du côté du mastodonte qui paye mal ses athlètes ? Moi je comprendrai jamais. Plutôt que du côté de l'athlète qui galère. En fait. Moi sur ça, je débat même pas. Tu vois, pourquoi cette tendance à toujours défendre le gros et à se dire c'est eux qui ont raison et moi ils m'offrent mon petit toutes les semaines ils m'offrent mon petit mes petites 3 heures de plaisir de combat, donc je les défends quoi. C'est pas possible. Si on est dans une discussion et qu'on en arrive à là, moi je débat pas, j'arrête parce qu'on pourra pas s'entendre du tout sur cette position là, jamais de la vie. Et c'est pas ma casquette d'ancien boxeur qui parle, c'est toutes mes casquettes qui parlent. Ça marche pas. Même en tant que fan, je peux pas comprendre que tu choisis ce parti là, donc non je suis pas. Je débat pas sur ça. Bon on espère que ça vous a passionné autant que ça nous a passionné de parler de ça. On aurait pu en parler des heures. Voilà, on sait que c'est des débats pas simples toujours quand on suit la chose de loin, mais croyez-nous, c'est essentiel pour la survie de la boxe de la façon dont on la connaît et surtout la protection des boxeurs. Ils nous donnent tellement en montant dans le ring, ils donnent tellement de leur personne pour nous faire du spectacle. C'est eux qu'il faut défendre. C'est eux qu'il faut défendre. Pas les autres. C'est pas les mecs derrière qui tirent les ficelles et qui ont déjà tellement d'argent qui veulent encore plus en gratter en donnant moins aux boxeurs. C'était passionnant Baba, j'ai adoré de pouvoir faire cette émission et j'espère qu'on en refera plus autour de ce genre de thème de débat et de conversation, mais vous inquiétez pas, on parlera aussi beaucoup de sport, hein. Il y a du Beterbiev Bivol qui arrive, il y a beaucoup de rendez-vous pour les Français à l'UFC, il y a le Pereira qui revient bientôt à l'UFC 313, on aura des choses à vous parler de niveau sport, vous inquiétez pas, on ne va pas faire que dans ce genre de débat. Merci beaucoup Baba pour la participation. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club, n'hésitez pas aussi à voir le Fighter Club Legend en replay sur l'appli RMC Sport et envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces
pouce bleu, ça fait toujours avancer le bousin. À bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon baba. Salut. Ciao, ciao à Ciao tous. tout le monde.